Bonjour, mon nom est Carl Brochu, chef du Parti patriote. J'interviens dans cette élection pour donner une voix aux Canadiens français, souvent oubliés dans tous les débats que nous avons connus depuis quelques années. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi à ma gauche Jean-Claude Pomerleau de Vigile Québec et à ma droite Gilles Verrier, fondateur de la Fédération des Canadiens français. Gilles. Alors, merci Carl. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. L'importance de la présence de la nation canadienne-française dans les élections et au-delà, dans l'ensemble du débat public au Québec et au Canada, est indispensable. Ça fait déjà de nombreuses décennies. On va dire qu'autour des années 1960, on a cessé de faire référence à la nation canadienne-française pour adopter une identité québécoise qui s'en détachait toujours plus, année après année, du fait qu'aujourd'hui, on est dans une identité québécoise qui ressemble de moins en moins à celle qui était à la base du combat nationaliste des Canadiens français. Les Canadiens français luttent depuis la conquête de 1760 pour avoir un droit à leur propre existence, pour être reconnus comme nation fondatrice du Canada. Nous croyons que nous avons des droits et que notre histoire, les raisons qui font que nous voulons exister et prospérer non seulement sur la terre de nos ancêtres, mais avoir une place à travers les autres pays de la planète, ces raisons-là sont bonnes, sont excellentes, sont fondées, et nous n'avons pas à nous en excuser. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fondé le blog Gilles Verrier à blogspot.com, qui est le blog de la Fédération des Canadiens français, où je rejoins parfaitement Carl Brochu dans l'idée que la nation canadienne-française doit parler de nouveau pour elle-même, sans intermédiaire. Nous pouvons faire partie du Québec, nous en avons toujours fait partie, nous sommes les fondateurs de la Nouvelle-France et les fondateurs du premier Canada sur les rives du Saint-Laurent, mais nous avons le droit et l'obligation de faire respecter notre identité historique par le Québec, par l'État du Québec, aussi bien que par l'État du Canada. Alors, donc, sur ces mots, je vais laisser la parole à Jean-Claude. Pour ceux qui écoutent, puis qui sont déconnectés de leur histoire et puis qui sont plus plongés dans l'idéologie wokiste qui est l'ambiance actuelle, cette approche-là peut vous faire paraître pour des gens d'extrême droite. Et puis, en fait, on est dans le conservatisme. Et le conservatisme, c'est ni de gauche ni de droite. Le conservatisme, dans notre histoire, c'est ancré sur des institutions comme l'Église de Rome et puis sur la doctrine sociale de l'Église. Et ça, cette doctrine sociale de l'Église-là, ça a donné le modèle québécois. De là a surgi toutes les coopératives, les corps intermédiaires, etc. La doctrine sociale de l'Église, c'est apparu à la fin du 19e siècle, au moment où le capitalisme montrait son visage sauvage et que, en contrepartie, apparaissait le communisme et donc deux matérialistes pour l'Église qui représentaient un danger à ce moment-là. Et donc, ils ont cherché à élaborer une doctrine d'une troisième voie. C'est très important de comprendre ça parce que cette institution-là, l'Église, elle nous a portés, elle nous a façonnés, surtout après les événements des Patriotes de 1837-38. Et c'est elle qui a rempli les missions pour relever le défi existentiel qui est posé très clairement par le rapport du RAM. Et le rapport du RAM qui a mené à l'acte d'union, qui visait à nous minoriser puis nous assimiler avec le temps. Et puis on peut dire que la Constitution de 82 est un écho à cet acte d'union-là parce qu'elle a la même finalité, c'est-à-dire
nous effacer comme peuple fondateur et nous réduire à l'échelle d'un groupe ethnique dans la doctrine du Canada qui est le multiculturalisme. Alors, c'est important de faire cette remarque-là, parce que pour pas que les gens se perdent puis qu'ils se disent « Ah, une histoire d'extrême droite, ils délirent, etc. » Non, non, on se branche, on essaie ici de refaire corps avec notre histoire. Et puis, dans le contexte, le conservatisme s'est effacé avec le temps, surtout que les révolutions tranquilles que tu as mentionnées, où ce que l'existence de notre nation, disons, charnelle, là, devient une nation civique, c'est-à-dire un concept creux, et puis là, on dérive, puis on se demande là où est-ce qu'on s'en va. Eh bien, là, il faut revenir à revoir cette histoire-là, la partie conservatrice de cette histoire-là, et l'élection actuelle, c'est assez particulier, parce que, Carl, tu rentres là-dedans, puis en même temps, il y a un fond dans cette élection-là qui fait apparaître le conservatisme. On parle ici de la grande alliance bleue entre Legault, le Parti conservateur, et le bleu du Bloc québécois à sa manière, même si ça fait réagir parce que c'est un bleu qui a effacé notre histoire. Hein? Oui, oui. Mais effectivement, il y a quand même des indices, ou il y a quand même des mouvements qui montrent que la nation est historique et pas morte, ou qu'il y a quand même des sentiments auxquels une bonne partie des Québécois francophones, qui sont en fin de compte des Canadiens français linguistiques, là, alors ces gens-là continuent de vibrer aux mêmes choses, hein, depuis toujours. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé justement lors du débat en anglais avec Madame Kroll, Madame Conn, de la directrice du groupe de sondage Angus Reid. Ce qu'elle a dit, finalement, ça a soulevé l'indignation des Canadiens français. Comme on va dire, l'échec du lac Meech avait soulevé l'indignation de Robert Bourassa. Et puis, c'est là qu'on a vu que François Legault avait repris les mots de Robert Bourassa. Je suis d'accord avec Jean-Claude pour cette indignation-là et pour le retour à une solidarité nationale profonde qui s'exprime de ces façons-là. Mais on se souviendra que les mots de Robert Bourassa, finalement, n'ont jamais conduit à des changements véritables, dans le sens que c'était des engagements oraux, des engagements opportuns dans les circonstances où il a prononcé ces paroles-là, mais ça n'a jamais conduit à des gestes en conséquence. Alors, ce qui m'inquiète avec François Legault, et puis si le passé est garant de l'avenir, on peut s'inquiéter justement que les mots qui sont prononcés par François Legault n'aillent pas plus loin que des mots, dans le sens qu'ils se fassent du capital politique sur le dos des Canadiens français, sans nécessairement livrer la marchandise. Et c'est là que je voudrais pointer à nos auditeurs que, en même temps, c'est un double discours. Parce que si on regarde les gestes que pose la CAQ, ils ne vont pas nécessairement dans un discours nationaliste affirmé. Les gestes, en contrepartie, se situent même à l'opposé quand on voit la libéralité avec laquelle le gouvernement Legault est prêt à accorder, enfin c'est pas tout à fait chose faite, mais on se dirige vers ça, accorde des millions, une centaine de millions au plus important collège du Québec qui est le collège Dawson, et concentre des 700 millions, enfin soutiennent et donnent des terrains et donnent des biens, enfin favorise l'Université McGill, le développement de l'Université McGill, alors qu'en réalité, si on croit à la nation canadienne-française et si on veut son développement et son émancipation, c'est pas comme ça qu'on va le faire, puis c'est pas juste une question linguistique. Ce qu'il faut faire, c'est redonner du prestige à la langue française. C'est redonner du prestige à notre identité nationale complète. Donc, c'est d'avoir des institutions pour nous-mêmes d'enseignement en français, mais qui font pas simplement enseigner en français. L'enseignement du français n'est pas suffisant. Il faut que ce soit des rappels, Carl, que ce soit des rappels à notre histoire. Il faut que ce soit enraciné. Il faut que l'enseignement du français n'ait pas
ne jettent pas de côté, ne mettent pas de côté ce qui nous rattache profondément à notre histoire, qui est fondamentalement le fait pourquoi on parle français, pourquoi on le parle encore aujourd'hui. Hein? Donc, c'est le nationalisme intégral, qui est ni de droite ni de gauche, mais c'est un nationaliste conservateur, c'est-à-dire qui veut continuer à ce qui a vécu depuis, on va dire, les années 1600, ici, en Amérique. Le fait français, en Amérique du Nord, continue, pas de survivre, mais puisse vivre avec des moyens de prospérer, des moyens de s'épanouir et des moyens d'avoir un prestige. Lionel Groulx, il parlait de plénitude. De plénitude pour restaurer, de se mettre à niveau avec la culture française qui est un haut fait de civilisation. Il voulait élever ça pour faire le pont, pour qu'on devienne une nation française en Amérique et pour garantir, persister dans son être, comme il disait, il fallait des assises d'État. Alors donc, ça, c'est le Groulx. Et puis, tu as mentionné le côté sombre de la CAQ. Là, présentement, la CAQ, il est partagé entre deux mondes. Il y a un monde qui est dans le conservatisme, la culture et l'expression de la nation. D'ailleurs, la nation revient, hein, c'est pas la nation civique, c'est la nation dans sa dernière intervention. Puis là, il y a un côté sombre à la CAQ qui est le réseau affairiste libéral qui continue son œuvre. Et comme tu l'as mentionné, dans le cas du don de l'hôpital Victoria à McGill, là, on est dans la haute trahison, là. OK? Alors donc, on a ces deux choses-là, mais il ne faut pas, parce qu'on est dans cette élection-là, et parce qu'il a fait une sortie en la marquant avec un caractère historique que tu as évoqué sur la déclaration de Robert Bourassa, que Robert Bourassa n'était pas un nationaliste. Mais là, lui, il est pris avec cette déclaration-là, où ce qui est intéressant, parce que dans une dynamique politique, il faut que tu nommes l'ennemi. Et là, il a clairement nommé à la face de notre nation l'ennemi, et il s'adressait uniquement à la nation. On comprend qu'il ne s'adressait pas à la nation civique du Québec quand il a fait cette déclaration-là. Il dit « Je m'adresse aux nationalistes ». OK? Et donc, on a un déclencheur de dynamique, parce que là, il se positionne au front pour dire à Trudeau, aux trois partis qu'il a nommés comme étant les ennemis du Québec. C'est de même qu'il faut interpréter cette déclaration-là. Et puis là, ça va déclencher une dynamique politique. Pourquoi? Parce que, ou bien le conservateur O'Toole est élu minoritaire, puis là, on espère que le Bloc va avoir la balance du pouvoir, ou bien c'est Trudeau qui revient au pouvoir minoritaire, parce qu'on ne voit pas comment quelqu'un peut apparaître majoritaire dans le contexte à 8 jours, comme tu l'as mentionné, Carl, à 8 jours du vote. Comprends? Alors donc là, il place tout ce monde-là dans une dynamique. Si Trudeau revient minoritaire, il se braque, il va essayer de braquer le Québec, puis là, on va voir sa vraie nature, parce que là, il est caché. Et donc, là, on va avoir l'Alliance bleue qui va avoir à réagir à ça. Et quand on parle de l'Alliance bleue, le conservatisme, on parle des conservateurs, naturellement, le parti au fédéral, mais derrière ça, il y a les autonomistes de l'Ouest qui sont rendus loin là, dans leur progression politique. Eux autres, là, le modèle, c'est le Bloc québécois de l'Ouest. Alors donc, eux autres, puis ça c'est une base très large, OK, qui va faire que la dynamique politique au Canada risque de se transformer. Et ça, ce sont des forces qui sont anti-statu quo, Constitution de 82. Et là, on a, eux autres, on a le Québec. Alors, donc, dans cette élection-là, si les conservateurs sont élus, là, il y a un thème qui est très important, qui n'a pas été touché dernièrement, c'est la fameuse promesse du rapport d'impôt unique. Pourquoi le rapport d'impôt unique? C'est une revendication du Québec qui est dans le prolongement de la lutte qui est menée pour récupérer notre capacité fiscale
qui a été cédé à Ottawa dans le contexte de la Grande Guerre, et après ça, qui devait être ramené, mais qui n'a pas été ramené, et là, ça a amené à des luttes de Duplessis, de Jean Lesage, après ça, de Daniel Johnson, pour récupérer ça. Alors donc, là, si le scénario idéal se réalise, les conservateurs sont minoritaires et ils dépendent du Bloc pour gouverner, à ce moment-là, le Bloc peut les forcer à remplir leur engagement. Jean-Claude, ça, c'est très important. Oui, tu m'as fait comprendre ça aujourd'hui, puis c'est ce que je voudrais dire aux Québécois, Canadiens, Français. C'est avec l'histoire qu'on peut comprendre ça. J'aimerais ça que les gars, vous me parliez de ça maintenant. En 58, où il y a eu ce rassemblement de bleus-là, et là, on retrouve la même chose aujourd'hui en 2021. Et ça nous fait espérer beaucoup pour la nation canadienne-française. Okay. Et ça, j'aimerais que vous m'expliquiez ça comme il faut. Ben, regarde, moi, j'ai travaillé beaucoup le thème, OK? Puis j'en ai parlé avec Gilles, puis tout ça, on a échangé. Ah oui, parce que Gilles, il y a un esprit critique qui aide à la réflexion. Même si on ne s'entend pas des fois sur des points, il amène des arguments, puis c'est solide. Et donc là, ça pousse la réflexion, parce qu'il faut se mettre au service du sujet. Le sujet, c'est ils ont centralisé des capacités fiscales qui appartiennent au Québec encore aujourd'hui. Pendant les deux grandes guerres, on aura... Le principal poste de revenu du Canada et de juridiction du Québec. OK, c'est important de comprendre ça. Et donc, quand ils ont cédé ça, dans les années 50, pour revenir à 58, c'est très important. Pourquoi la Grande Alliance bleue de 1958? Parce que Duplessis va mener une lutte contre Louis Saint-Laurent du Parti libéral, parce que Louis Saint-Laurent, s'il redonnait les impôts au Québec, et ça, c'est rapporté par Radio-Canada, il disait que ça mettait l'unité du Canada en jeu. On est dans les années 50, OK? Alors, c'est une bataille existentielle pour lui. Pour Duplessis, c'est aussi une bataille existentielle, parce qu'il dit, nous, notre civilisation française, catholique, OK, ça, c'est des codes civilisationnels, puis ça nous prend les moyens d'arriver à notre plénitude. Il était dans la logique de Groulx. Okay? Donc, puis là, il va se battre. Puis, il s'est battu contre Louis Saint-Laurent. Il a réussi à arracher, OK, à créer une brèche, à ramener les impôts au Québec, une partie. Puis c'est ça qui a financé la Révolution tranquille. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, là, mais Duplessis, c'est le plus grand premier ministre qu'on a eu. Je peux démontrer ça n'importe quand. Là, qu'en 58, Duplessis, il y a eu cette lutte-là avec le Parti libéral centralisateur fiscal, puis il voyait la centralisation politique, puis là, il a fait alliance avec le Parti conservateur du Canada pour éliminer les libéraux. Alors donc, en 58, le Parti conservateur, grâce à la machine de Duplessis, va rapporter sa plus grande victoire historique. Sauf que, et là, Gilles m'a revenu là-dessus pour me pointer des choses. Il dit, oui, mais après, les conservateurs, ils n'ont pas compris que cette alliance-là, il fallait que tu la nourrisses. Tu comprends? Et là, ils se sont braqués contre le Québec parce que, il me rappelait, il dit, gars, il n'y avait plus besoin du Québec, semble-t-il, pour être élu majoritaire. Or, là, le Québec, là, il a attaqué les revenus du Québec, Diefenbaker, après avoir eu cette victoire historique-là grâce à Duplessis. Duplessis est parti, mais les libéraux de Jean Lesage continuent avec l'argumentaire de Duplessis pour arracher les pouvoirs, les impôts, tu comprends? Oui. Et puis là, les libéraux vont rentrer parce que là, l'Union nationale n'est plus derrière le Parti conservateur. Et donc, le Québec, quand il se tient, là, quand il fait une cohésion nationale puis qu'il pèse sur la politique fédérale, la dynamique peut lui rapporter. OK? Ouais. Donc, c'est ça qui se passe. Et là, en 60, à 63, le Parti libéral de Lester B. Pearson va être élu minoritaire. Et là, étant minoritaire, dans position de faiblesse, on est exactement là-dedans. Oui. Et là, Jean Lesage va y arracher les points d'impôt. C'est important. Sinon, tu n'auras pas de garderie, là, des projets de garderie, des congés de paternité, tout ce que tu voudras. Tout ce qui fait la personnalité d'une nation. OK? C'est les moyens que tu as besoin pour t'exprimer ta plénitude de Groulx. OK? C'est ça. Alors donc, là,
Lester B. Pearson va lâcher le morceau, clac, 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 puis il va faire la commission sur le biculturalisme, c'est-à-dire les deux peuples fondateurs. Comprends? Il fait que, on voit le rapport de force que Duplessis avait créé, où ça a mené. Après ça, là, il arrive Trudeau, puis là, Trudeau, Daniel Johnson. Puis Daniel Johnson, c'est le dernier qui amène sur la table la récupération du pouvoir de taxation directe. Après ça, c'est triste à dire, mais on perd le sens de l'histoire. On attend un référendum gagnant, ça fait qu'on revendique plus nos droits en attendant. Alors, on fait simplement de la politique provinciale. Et puis, ceux qui sont les admirateurs du Parti québécois aujourd'hui sont ceux qui disent, oui, mais le Parti québécois a fait le zonage agricole, il a fait la modification de l'assurance automobile, il a fait ceci, il a fait cela, mais sur le plan de la nation, il n'a pas rien fait, il attendait un référendum gagnant. Alors, Jean-Claude, Carl et moi, on s'entend là-dessus. Le référendisme nous a fait perdre des points, nous a fait perdre un allant, dans le sens que nous a fait perdre un momentum de revendication, nous a placé dans l'attentisme et dans la passivité, ni plus ni moins, parce que les intérêts d'une nation ne sont pas quelque chose dont on s'occupe une fois à chaque fois qu'il y a un référendum pendant un mois, puis après ça, on fait rien, tu sais, ou on fait pas grand-chose. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, et puis je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude que c'est un combat continu pour gruger du pouvoir et aller chercher toujours davantage de pouvoir, notamment le respect des champs de compétences du Québec qui nous sont garantis par la Constitution, mais qui sont violés continuellement par Ottawa, et nécessairement les moyens financiers qui vont avec, et la capacité pour le Québec de passer des lois qui sont dans l'intérêt des Canadiens français, sans avoir une épée de Damoclès qui pend au-dessus de sa tête, que ça va être contesté à tout bout de champ par le gouvernement fédéral. Alors, ce sont des combats qui doivent être menés de manière continue et de manière soutenue, et non pas occasionnellement. Et puis... ou en attente d'un grand jour. Ou en attente d'un grand jour, voilà. Ah ouais. Donc, 50 ans de nationalisme où on a tranquillement dérivé vers un progressisme où le nationalisme, les nationalismes comme toi, puis toi, Jean-Claude, on ne se retrouve pas, où nos racines sont vraiment délaissées, sont oubliées à travers tout ça. Donc, comment sortir de la logique du grand soir, puis de se réapproprier notre conscience nationale? Comment on doit débuter ça, les gars? Donnez-moi donc un signe d'espoir là-dessus, parce que on le voit avec le Parti québécois, la seule chose qui les lie actuellement, c'est un référendum. Et on veut sortir de cette logique-là et reprendre le combat des Canadiens français, qui est le peuple qui est remis en question dans tout ce débat-là et qui est oublié et nié. Hein? On l'a vu pendant la campagne électorale, qu'on n'est pas sorti du bois à ce niveau-là. On dort pour mieux rêver. Et là, il y a un de mes amis qui me disait, pour réaliser ton rêve, la première chose à faire, c'est d'arrêter de dormir. Alors donc, voici le réveil matin. OK? Ça, c'est un livre qui vient de paraître, que tous ceux qui s'intéressent à cette lutte-là de libération nationale, puis pour la suite de l'histoire, l'existence d'une nation française en Amérique, devraient lire ce livre-là. Ça a été écrit par Pierre Schneider, qui était un ex-féliquiste, qui a fait de la prison et qui a été dans le combat à la dure. Et puis, après ça, il est devenu journaliste, qui a fouillé les recherches et qui publie un livre qui s'appelle « La République assassinée » de Daniel Johnson. Et là, il nous ramène à Daniel Johnson, qui est le dernier qui était dans la lutte de l'émancipation politique du Québec, mais avec un projet inscrit dans la réalité. Tu comprends? Alors, Daniel Johnson, il était dans la formation de la doctrine politique de Lionel Groulx. L'État français, lui, c'est la nation canadienne-française qui adhère à son État, s'identifie à son État et qui passe de nation culturelle à nation politique. Et c'est le statut de nation politique qu'il faut défendre. Et donc, pour lui,
c'est pas pour rien que le général de Gaulle il est venu l'appuyer, là. OK? Si ça avait été un provincialiste égaré, là, dans l'idéaliste, là, de Gaulle, ça ne sera pas pointé, là. OK? On comprend, là. Et là, son combat, au moment où de Gaulle arrive, il y a eu, dans ce livre-là, il y a deux parties en réalité. C'est une partie où il y a l'agitation armée du FLQ, tout ça. Tout ça, c'est cadré par les services de renseignement. Et puis, ça n'a pas de portée pour amener un changement de statut du Québec, au contraire. Mais quand de Gaulle arrive, de Gaulle, à ce moment-là, à cette période-là, lui, il est dressé contre l'Empire anglo-saxon à l'échelle de la planète. Alors donc, le Québec arrive à ce moment-là dans le grand jeu géopolitique et Daniel Johnson est là. Et l'objet du livre, c'est à ce moment-là, Daniel Johnson va mourir au moment où il était pour passer à la deuxième étape de son plan. Et son plan est assez simple, c'est que dans les négociations constitutionnelles, lui, il revendiquait le statut d'égalité ou s'en allait à l'indépendance. Okay? Alors lui, il savait que dans la progression de la dynamique politique du nationalisme québécois à ce moment-là, c'était qu'il fallait arriver à l'étape de se faire claquer la porte au visage par le Canada pour avoir une réaction. Et on comprend que l'échec du lac Meech lui donne raison sur cette stratégie-là, parce que là, la grande vague bleue a surgi de ce claquage de porte d'en face du Québec, OK? Donc, c'est ça. Alors, lui, immédiatement après, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il faisait une constitution du Québec dans le Canada, pas le Canada, il n'y avait rien à foutre avec ça. Et puis, là, il passait ça dans un référendum de ratification, à ne pas confondre avec un référendum d'initiative. Et donc, il prévoyait que ça serait appuyé par 80% au Québec. Et donc, là, il posait la pierre angulaire de l'État du Québec promis par Groulx en 1937. Alors, c'est ça. Je voulais juste dire ça parce que Gilles a très bien évoqué que cette espérance-là qui repose sur des fabulations de l'idéalisme, du jovialisme, on est dans une partie de réel politique très dure, et puis ces idéalistes-là, ils ont enfermé tout le mouvement dans ce cadre stratégique-là, et toutes les énergies ont été investi là-dedans pendant 50 ans, alors qu'on aurait pu édifier notre État national pour garantir notre subsistance. Ouais. C'est ça que je voulais dire par rapport au fait que, hier, le réveil matin, il faut qu'il sonne. Là. Absolument. Okay. Nous, en fin de compte, on est ici 3 représentants d'une tendance nouvelle. Hein? Et c'est pas l'ancien nationalisme canadien-français qu'on défend, c'est des nouvelles perspectives politiques de rassemblement de la nationalité canadienne-française avec une nouvelle conscience pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Alors on est loin d'être des passéistes, même si pour nous, se référer à l'histoire et s'ancrer dans l'histoire, ça va de soi. Tu ne peux pas avoir une nation forte, tu ne peux pas avoir une nation qui prospère si elle n'a pas d'abord le respect d'elle-même, le respect historique d'elle-même. Donc, il faut assumer notre passé historique et il faut revenir à l'esprit du Haut-Canada, terre de nos aïeux. Pourquoi? Parce que c'est nous le Canada. Nous sommes d'abord le Canada. C'est d'abord nous. Alors, quand ils disent qu'il n'y a pas de nation canadienne-française, les anglophones, Ottawa, ils sont complètement à côté de l'histoire. Mais nous sommes dans l'histoire. Parce que la nation canadienne, c'est nous qui l'avons fondée. Elle est devenue ensuite canadienne-française à cause de la conquête et à cause des suites de la conquête que ceux qui ont une conscience, on va dire, ahistorique, croient que c'est fini, c'est de l'histoire ancienne. Non, c'est pas de l'histoire ancienne. On continue à subir les effets de la conquête parce que nous n'avons pas l'autonomie politique que nous devrions avoir. Le Parti patriote de Karl Brochu, qui présente 2 candidats à cette élection aussi, la Fédération des Canadiens français, certains autres groupes, Vigile, etc.,
sans prétention, on peut dire qu'on représente une nouvelle approche, une nouvelle avant-garde jusqu'à un certain point qui vise à rassembler une force politique qui va permettre de déjouer ceux qui se disent nationalistes ou ceux qui se disent de notre côté, mais envers qui on n'a pas nécessairement une confiance aveugle. Oui, c'est pour ça que le Parti patriote... C'est pour ça que le Parti patriote est là. C'est en fait rebâtir une conscience nationale qui répond aux intérêts de notre peuple canadien-français. C'est ça qu'on propose. À 2 candidats, je pense qu'on ne dérange pas personne, mais on est là pour observer. On va être un peu la mauvaise conscience du mouvement nationaliste pour nous obliger à revoir nos racines et réfléchir sur notre destin comme peuple. Et de se réapproprier justement notre conscience nationale, la véritable conscience nationale qu'on attend là, depuis... depuis 1960, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand la narration de notre histoire était portée par des institutions de l'Église, institutions politiques, là, je ne parle pas du religieux, je parle d'une institution politique, cette conscience-là, cette narration-là de l'histoire était glorieuse. Très important. À partir de 60, là, ça bascule parce que le libéralisme devient l'idéologie ambiante. Et puis là, notre histoire, elle devient honteuse. Et ce qui est plus terrible, parce que tu as raison d'être la mauvaise conscience du mouvement nationaliste sur ce thème-là, parce que c'est des nationalistes, des souverainistes qui ont porté la narration honteuse de notre histoire. Juste pour te dire, hein, on a parlé tantôt de Duplessis, sa lutte, son bras de fer existentiel contre les libéraux à Ottawa pour les moyens de l'expression de la plénitude d'une nation canadienne-française. Et là, pour eux autres, les indépendantistes progressistes des années 60, c'est la grande noirceur. Oh, d'où vient cette terminologie-là de la grande noirceur, alors que c'est un montée en puissance de la nation québécoise? Ça vient de Trudeau avec Cité Libre. Alors, ils ont avalé le logiciel trudeauiste, puis ils veulent le combattre. Tu comprends? Oui. C'est pour ça que ce parti-là, il est marginal, OK? Mais porte une réflexion fondamentale qui est énorme pour la suite de l'histoire. Oui. Absolument. Si on veut retrouver l'ambiance justement des années 60, hein, où on avait une population... Même avant 60. Dans le conservatisme pur et oui, dur. oui. Et là, on a voulu diaboliser ça, et là, on s'est mis sur le mode progressiste, et on a voulu compétitionner l'État le plus progressiste au monde, le Canada, qui se dit tellement progressiste aujourd'hui, qui est post-national, et nous, les Canadiens français, ceux qui défendent notre ligne politique, ben c'est tout le contraire. On veut vraiment qu'on retrouve nos racines nationales puis qu'on travaille avec pour avancer dans le futur. Qu'on retrouve notre continuité nationale. Voilà. Qu'on se relie à notre nationalité dans sa plénitude parce que finalement, depuis les années 60, depuis la Révolution tranquille, c'est une perte de personnalité nationale que nous avons subie. C'est une perte de repère aussi. Perte de nationalité de repère. Alors, et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gardé? On a gardé une nation québécoise francophone. De plus en plus, les Québécois ne peuvent plus parler d'eux-mêmes sans se dire Québécois francophones. Alors, Québécois francophone, c'est ni plus ni moins qu'une expression d'une nationalité dégradée de Canadiens français. Réduite à la langue. Réduite à la langue. C'est une... Québécois francophone, c'est une identité linguistique. C'est ça. Parce que si on rentre dans la dimension culturelle, c'est toutes les activités humaines, la manière de les faire qui exprime ta personnalité. C'est pour ça que Duplessis se battait pour récupérer l'argent, parce que on allait s'exprimer dans notre politique, notre personnalité culturelle. Voilà. C'est là que tu existes. Pas celle d'un autre. C'est pas abstrait, c'est pas... Puis quand on arrive avec
le Parti québécois puis la nation civique, tu comprends-tu? C'est un concept complètement abstrait, ça. Tu comprends? Ça n'a pas de substance historique, là. Tu sais? Ça n'a pas de... C'est du trudeauisme appliqué au Québec. Exactement ça. Et donc, on vide aussi la raison d'être de la lutte. C'est-à-dire que la lutte, puis c'est très clair, dans la partie conservatrice de notre histoire, jusqu'à 60, la lutte est amenée, et Groulx, Daniel Johnson qui dit « on nous nie le titre de nation ». Lui, il sait qu'il se bat, il fait face à un défi existentiel, comme Duplessis avec les impôts, comme Groulx quand il faisait l'histoire. Et eux autres, ils se battent. La raison d'être de cette lutte-là, c'est pour relever un défi existentiel. Or, avec le Parti québécois, ta lutte pour ta souveraineté, c'est pour réaliser un projet de société qui serait progressiste. Tu vas-tu monter au front, mettre ta vie en danger pour ça? Oui. Alors que le Canada t'offre le même projet avec les moyens. Voilà. Puis un projet progressiste, mais qui a l'ambition de pouvoir commencer à le réaliser pleinement par un référendum gagnant. On a vu mais que... tout ça, c'est un piège complet parce que le référendum gagnant ne peut pas être gagné sans l'appui des anglophones, sans l'appui des immigrants, sans l'appui de ceux qui... Alors, donc, on est dans une... on tourne en rond. Et puis, depuis 50 ans, on n'a pas pu vraiment progresser. Non, au contraire, on a régressé. Tu as raison de marquer ça parce que c'est comme tu intègres une 5e colonne dans ton projet qui te tire au flanc. Ah oui, c'est que dans ton armée. Tu inclus tes ennemis dans ton armée. Tu sais, ben c'est oui, à peu près ça. C'est exactement ça. Puis les pays... En réalité, tu les inclus pas, mais tu veux tout le temps les inclure, mais ils n'ont jamais voté de ton bord. Dans le sens que les deux référendums, les anglophones ont voté à 90%, 95% pour le non, mais c'est nos compatriotes. Ben non, c'est ça. Alors, donc, le problème qui se pose, c'est tu prends la majorité francophone, comme disait Daniel Johnson, gars, Daniel Johnson dit, gars, l'État du Québec, c'est le seul levier qu'on a pour assurer une prise sur notre destin. La majorité francophone contrôle l'État. Gars, bâtis ta cabane. Tu as tous les moyens, là. Et, tu comprends-tu? Tu vas être en conflit avec un autre État. Ça va, on comprend ça. C'est une affaire d'État. Et Daniel Johnson, c'était clair, c'est une affaire d'État. Et donc, là, on est un peu revenu là-dedans parce que la nation française en Amérique a 400 ans d'histoire et avec le vent de face. OK? Tu développes un instinct. OK? Et donc, l'instinct a fait qu'ils ont congédié complètement le référendisme. OK? Il y a des intellectuels qui dorment encore, là. Mais eux autres, là, ils ont décidé qu'ils prenaient un autre véhicule, le véhicule de la CAQ. Et la CAQ, comme on l'a mentionné tantôt, il y a un côté affirmatif de la nation, puis en même temps, le réseau affairiste libéral est très présent là, et c'est le côté sombre de la CAQ. Ouais. Fait que là, on est dans cette problématique-là, et on est aussi dans une progression dans la politique canadienne qui amène des possibilités, parce qu'il faut laisser un message d'espoir aux gens, là. Oui. Tu sais, c'est qu'il y a des possibilités présentement. Oui, puis tu m'as fait réfléchir là-dessus, Jean-Claude. Excuse-moi de t'interrompre 2 secondes, parce que c'est très important. Là. On a une chance historique là, de tendre la main à l'Ouest canadien là, qui veut une décentralisation du Canada. Et on a un chef du Bloc québécois qui a plutôt l'attitude de les braquer contre nous. Oui. Et je pense qu'on a une chance là, de tendre la main à l'Ouest pour décentraliser ce pays-là. Oui. Et je tiens à vous rappeler que M. Trudeau, Justin, nous a endettés de près de 400 milliards dans la dernière année avec un gouvernement minoritaire. Et ce que veut faire l'Alberta, un peu comme le Québec, c'est d'enlever la carte de crédit à Ottawa, d'essayer de faire en sorte que Ottawa ne décide pas, au niveau fiscal en tout cas, de notre destin. Et ça, c'est bien important. Il n'y a pas juste un combat linguistique que le Parti québécois nous a emmené dans son combat nationaliste. Aujourd'hui, on est rendu quasiment juste sur un débat de la langue. Non, et ça dépasse ça énormément. Oui, parce que c'est des intérêts d'État. OK? Et dans la mesure où, à l'Ouest, ils ont des intérêts à cause de la géographie, pétroliers, OK? Donc, ils ont des intérêts énormes et ils vont chercher à les défendre. Et
contre le gouvernement central si au besoin. OK? Et il y a un mouvement autonomiste qui monte dans l'Ouest parce qu'il y a de plus en plus de gens dans l'Ouest qui se disent que même si le Parti conservateur fédéral prend le pouvoir à Ottawa, ça ne changera rien pour eux autres. Alors là, ils ont créé un parti qui s'appelle le Maverick. Et le Maverick, son modèle d'affaires politique, c'est le Bloc québécois de l'Ouest, carrément. Alors, ils sont pris dans une ambiguïté, c'est-à-dire, avant, ils étaient braqués complètement contre le Québec. Là, ils sont dans une ambiguïté, une ambivalence, c'est-à-dire que, oui, la Cité de Québec, mais en même temps, c'est notre modèle d'affaires. OK? Et là, donc, toutes les possibilités sont là pour que l'Alliance bleue prennent du costaud face au statu quo de la Constitution de 1982. C'est ça qui se passe présentement et c'est important que les gens puissent voir qu'est-ce qui va venir parce que il y a deux scénarios possibles. OK? Si le parti, le scénario idéal, on le donne parce que l'espoir est là. OK? L'espoir. Absolument, parce que... Non, mais personne ne va venir. Probablement même pas les politiciens qui sont les acteurs agités par des lignes de force. Comprends-tu, qui sur le terrain canadien, là, puis qui sont permanents parce que ça tient à la géographie. Les lignes de force, c'est que si, parce que tu en as parlé du Bloc qui dort au gaz. Oui, parce que le Bloc va avoir un rôle à jouer. Il est enfermé dans une idéologie progressiste et tout ça. Hein. Bon, donc, contre les conservateurs, ils sont pas dans les intérêts d'État. Regarde Daniel Johnson, OK? Les intérêts d'État. Les intérêts d'État du Québec, c'est que tu as des alliés objectifs à l'Ouest et que ce sont les autonomistes. Et eux autres vont pas disparaître. Ils vont juste grandir, OK? Et le Parti Maverick, là, son modèle, c'est le Bloc québécois de l'Ouest. Et ils sont présents dans les 4 provinces. Ils veulent pas nuire au Parti conservateur pour pas être pareil comme toi au Québec, OK? Pour laisser le jeu se faire, OK? Mais ils sont en embuscade. Et là, nous, le Bloc québécois doit faire alliance avec eux autres parce que ce sont des alliés objectifs. Parce que, deuxième scénario, juste pour finir... Si le Parti libéral est élu minoritaire et il gouverne avec le NPD, les deux ennemis nommés par Legault, à ce moment-là, on est dans une autre dynamique politique qui est aussi intéressante. Parce que là, les autonomistes de l'Ouest vont dire, gars, c'est fini Ottawa, c'est fini. Puis là, l'Alberta, la Saskatchewan et le Québec disent, gars, on se met ensemble, puis on frappe sur le statu quo de la Constitution de 82. Oui, ben c'est intéressant, Jean-Claude, ce que tu dis, puis ça me permet d'apporter un autre élément par rapport à ça. C'est que je voudrais que c'est de nature à faire réfléchir les indépendantistes purs et durs qui n'ont jamais rien gagné depuis 50 ans. Dans le sens que il faut pas avoir peur de se mettre les mains dans le cambouis, comme disent les Français, de se mettre mettre la main. Charles Pasqua. Charles Pasqua. Oui, de se mettre les mains, les mains dans le. L'homme de main de Gaulle. Alors, oui, c'est sûr, c'est du fédéralisme. C'est du fédéralisme, mais notre réalité politique dominante, comme Québécois, comme n'importe quelle personne qui habite au Canada, c'est notre réalité politique est façonnée par le Canada. Si on ne veut pas jouer dans les affaires, dans le cambouis constitutionnel, c'est aussi bien de remballer nos affaires puis de s'en aller chez nous. Parce que, dans le fond, ce dont on parle, c'est du fédéralisme. On est dans le fédéralisme, mais dans le fédéralisme, dans nos intérêts à nous. Ben oui, dans le sens que, je reprends la formule de Daniel Johnson père, égalité ou indépendance. On ne peut pas se battre pour l'indépendance comme ça du jour au lendemain en pensant que le référendum va nous la donner. Mais on peut se battre pour l'égalité, par exemple. L'égalité, il faut se battre tout le temps pour l'égalité. Donc, pour aller chercher nos droits. Parce que c'est un décor. Alors, c'est là que ça devient intéressant de voir le jeu. Ben ça, c'est ce que les indépendantistes purs et durs refusent de voir, qu'il y a des jeux d'alliance, qu'il y a de la finesse politique qui doit être réduite là-dedans dans notre manière de se conduire politiquement. Oui, mais il faut être plus nuancé que ça. Oui. Mais il ne faut pas être naïf. Non, regarde, premièrement, sortir des idéalistes du quartier général. Sinon, on est mort. OK? Sortir ça. OK? La réalité, c'est que la politique est une dynamique. Ça prend des déclencheurs. On l'a vu avec l'échec du lac Meech, le déclencheur que ça a été. Là,
Daniel Johnson, quand tu évoques l'égalité, ben c'est ça. Parce que l'égalité, si tu l'obtiens, tu viens d'établir ton rapport de force. Ben, si tu ne l'obtiens pas, tu as une réaction. Ben là, t'as toutes les justifications qui s'imposent d'elles-mêmes. Ben oui. Je veux dire, là, ton nouveau régime politique, il s'impose de lui-même. Je veux dire, on s'en va là. Non, t'as pas besoin de convaincre le monde. La réaction du monde, ils viennent de tout comprendre. On avait une situation historique comme celle-là qui ça s'est présenté à quelques reprises au cours de notre histoire, mais ça s'est présenté la dernière fois lors de l'échec des accords du lac Meech, où est-ce qu'on a eu une indignation populaire qui a été sur laquelle Robert Bourassa a capitalisé, mais il n'a rien fait avec. Il l'a laissé mourir. Il a temporisé. Il a laissé mourir ça. Et qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est un parti patriote. Ce qui a manqué, c'est un parti ou une force, que ce soit un parti, une organisation ou plusieurs organisations. Ce qui a manqué, c'est une masse critique de Canadiens français qui soit capable de faire en sorte que la dérive, empêcher le plus possible que la dérive se produise. Ou dans ce temps-là, ça aurait été d'empêcher que Bourassa trahisse ses paroles du soir de l'échec du lac Meech. Oui, mais il a réussi à temporiser pendant 3 ans. Il a réussi à temporiser, mais il n'y avait pas le... Qui était en face? Ouais. Jacques Parizeau qui lui avait serré la main, vous êtes mon premier ministre. Jacques Parizeau s'était laissé c'était un naïf en politique, lui. Il est allé dire à Bourassa tout de suite parce que Bourassa avait dit des belles paroles. Monsieur, vous êtes mon premier ministre. Alors, ça, c'était pas ce que le Parti patriote veut faire. Non. Le Parti patriote veut faire exactement le contraire. Il aurait dû dire, Parizeau, puis c'est ce que le Parti patriote devrait faire, c'est de dire, OK, vous nous avez dit des belles paroles, monsieur François Legault, vous nous avez dit... vous avez repris les paroles de Robert Bourassa. Ben nous, on va essayer de construire une force qui va vous obliger à tenir parole. Parce qu'on ne croit pas que vous allez tenir parole. On croit que ce soit trop facile d'abuser des Canadiens français, de dire des belles paroles comme, comment c'est quoi, de toujours, nous sommes un peuple. Puis, maintenant et pour toujours. Libre de ces... Ouais. Alors, nous, on dit, moi, je dirais pas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dirais pas à François Legault, monsieur mon premier ministre. Non. On va construire une force comme Canadiens français, puis on va les empêcher de nous flatter dans le sens du poil, puis après ça, de virer de bord temporiser comme Bourassa avait fait. Puis, pour poursuivre un petit peu sur la question de l'Ouest, c'est pareil, parce que la question des alliances avec l'Ouest, de triste mémoire, nous savons que la stratégie du gouvernement du Québec, qui était alors dirigée par le Parti québécois, quand René Lévesque s'est présenté à Ottawa en 1981, c'était une stratégie de faire un front commun des provinces canadiennes contre Ottawa. Alors, on sait combien cela a foiré, mais pour éviter que l'on dise que la stratégie était mauvaise, on a dit que c'était la nuit des non-couteaux. Mais la nuit des non-couteaux est inscrite au départ dans la stratégie du Parti québécois de René Lévesque, parce que c'est une stratégie de naïveté totale. Alors, si aujourd'hui on veut faire alliance avec l'Ouest, par exemple, ou s'il y a des possibilités d'alliance qui se présentent, c'est un peu tôt pour... mais on envisage des conditions se mettent en place. Des conditions pourraient se mettre en place, tout ça, mais on ne va pas noyer notre cause là-dedans. Tu as raison là-dessus. On ne va pas noyer notre cause là-dedans. On ne va pas se mettre dans la position où René Lévesque s'est mis, qui avait déjà consenti à abandonner son droit de veto avant qu'il ait acquis quoi que ce soit du front commun. Nous, on ne va pas donner nos perles aux pourceaux. Okay. Nous, on va garder notre trésor. On va dire, on va faire une alliance, mais on ne sera pas les nains de la farce là-dedans. OK, moi, j'aimerais ajouter là-dessus, parce que c'est important, la nuance, parce que tu as raison, 100%. OK? Sauf que là, présentement, puis le piège, il faut l'éviter. OK? Et donc là, ce sont des alliés objectifs qui se mettent en place. C'est les conditions qui se mettent en place par la force des choses. OK? C'est l'histoire qui parle, elle est profonde. Là. Et puis là, l'idée, c'est pas d'aller s'enfermer dans une entente, parce que René Lévesque, là, dans les années 60, a été d'accord avec une formule d'amendement du fédéral qui faisait perdre le droit de veto au Québec. Et c'est pour ça que Daniel Johnson a été élu, parce qu'il a combattu ça. Ensuite, face à Trudeau, après le référendum perdu de 80, il a encore abandonné le droit à l'autodétermination.
OK? On a documenté ça. Alors donc, c'est ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des alliés objectifs. C'est qu'indépendamment de ce que tu peux signer comme entente avec eux autres, ils vont forcer dans une direction qui sert tes intérêts. Fait que l'idée, c'est de les stimuler à s'en aller dans cette direction-là, puis leur envoyer des signaux. Comprends? Et c'est pour revenir à Daniel Johnson, lui, il leur avait dit, les années 60, conférence constitutionnelle à toutes les provinces, arrêtez de vous appeler des provinces, appelez-vous des États. Puis okay? il faut... puis récupérez votre pouvoir de taxation directe. Puis il faut nommer des objectifs concrets qu'une telle alliance conjoncturelle, etc., pour avoir. Un des objectifs concrets, c'est de déséquilibrer, que la Constitution, de délégitimer la Constitution canadienne de 1982. Mais comment tu fais ça? Ben, moi, te le dire. Vas-y donc. Parce que la loi 96, OK, c'est la réaction de l'Ouest face à la loi 96, où ce que Daniel Legault, c'est-à-dire le ministre Jolin Barrette, OK, reprend la formule de Daniel Johnson, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la permission d'Ottawa pour édifier notre État national. Eux autres, Jolin Barrette va le prendre en plus brouillon. Ils n'ont pas besoin de la permission pour se définir. OK? C'est pas statutaire. OK? L'autre, il y avait le sens de l'État. Mais c'est la même affaire. OK? Alors donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que dans l'Ouest, plutôt que de dire on se braque, le Murdoch se braque contre le Québec parce qu'il est en train de dire qu'il veut modifier la Constitution, il n'a pas eu la permission, c'est nous autres les boss. Non. On se dit, ah, bonne idée, on peut faire la même chose. OK, c'est pour ça que je réponds à ta question. Je dis, gars, s'ils commencent à se nommer comme des États, comme disait Daniel Johnson, puis qu'ils se dotent d'une Constitution, parce que la Colombie-Britannique en a une, OK, unilingue anglaise, fait que là, à ce moment-là, t'es, wow, t'as une minute, là, t'es dans une confédération, t'es plus dans une fédération, là, OK? Et là, c'est cette dynamique politique-là qui est le plan, dans la réalité, pour faire sauter la Constitution de 82. Parce que c'est ça la cage, et ça, cette matrice-là constitutionnelle vise à nous éteindre et à faire de nous un groupe ethnique plutôt qu'une nation politique. C'est ça qu'il faut comprendre, OK? Et c'est dans cette game-là qu'on est présentement. Et pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'il faut arriver avec un discernement pour dire à quel bouton qu'on appuie. Puis toi, t'es la mauvaise conscience. La mauvaise conscience. Et juste une petite parenthèse, les gars, sur la démographie. On nous annonce qu'en 2042, on va être minoritaire, les Canadiens français, au Québec. On a été minorisés au Canada en 1840 environ. Et là, sur le territoire, quand on dit qu'il y a un défi existentiel et que ça ressort beaucoup dans cette élection-ci, j'aimerais finir là-dessus. Là. Donnez-moi donc espoir qu'on peut revirer la situation de côté. Comment on peut reprendre notre destin en main? L'initiative démographique, on ne peut pas la reprendre. Dans le moment, c'est impossible. Donc, on s'en va vers une minorisation croissante, une minorisation démographique au Québec, alors que nous sommes depuis toujours une minorité politique et une minorité économique. Je vais faire un peu d'avis avec Jean-Claude par rapport à ça, parce que l'État du Québec, on a cherché à obtenir du pouvoir, mais c'est fluctuant. Puis c'est pas un État qui nous a appartenu en droit. On n'a jamais été capable d'en avoir une maîtrise nationale. La meilleure tentative, là où on est allé le plus proche, c'est ça. Effectivement, là-dessus, on est d'accord. Qu'est-ce qui peut... C'est quoi notre planche de salut ou notre manière de jouer nos cartes dans ce contexte-là, qui est un contexte objectif? C'est-à-dire qu'en 1960, on était 82% de la population. L'immigration massive nous amène des étrangers, nous amène bon, finalement, le recul démographique, c'est un fait. Mais que nous soyons majorité ou minorité, c'est sûr que ça change quelque chose dans la donne, dans le rapport des forces, mais nos droits nationaux ne dépendent pas
de notre majorité ou de notre minorité. C'est un facteur, mais ça ne dépend pas que de ça. On est devenu minoritaire dans l'ensemble du Canada en 1850, mais on a continué à défendre nos droits. Nos droits nationaux sont aussi des droits objectifs. C'est pas, quand on sort de la logique référendaire, on s'aperçoit que nos droits sont des droits qui sont à d'autres titres, qui sont à titre de fondateurs du Canada, vaincus par une conquête, qui sont à titre de peuples autochtones, devenus autochtones par la conquête, qui sont à titre de premiers habitants du pays, les premiers défricheurs du pays, etc. C'est des droits de cette nature-là. Nous ne sommes pas nous-mêmes des immigrants, parce que nous ne sommes pas venus ici un à un, avec l'approbation d'un État déjà construit. Nous sommes venus ici, nos ancêtres, dans le cadre d'un projet d'État, d'une extension de l'Europe en Amérique, commandé par le Royaume de France. Donc, on n'était pas des immigrants, on est dans un projet de peuplement étatique et de civilisation des Autochtones sur un territoire qui était très peu peuplé à cette époque-là. Et de toute façon, l'extension de l'Europe en Amérique, c'était inévitable. Alors donc, on n'a pas besoin d'avoir de mauvaise conscience pour ça. Il fallait que ça se passe. Les développements des technologies maritimes et cartographiques et tout ça faisaient que c'était impossible que ça ne se passe pas. En Nouvelle-France, ça s'est très bien passé par rapport aux États-Unis ou par rapport aux pays d'Amérique du Sud. Mais sans trop m'éloigner dans cette direction-là, il faut se rassurer sur le fait que nous avons des droits. Nos droits sont objectifs. Nos droits ne dépendent pas du nombre de Québécois ou du nombre de Canadiens français. Attention. Mais tu peux pas... OK, non, mais on peut... Oui, je te laisse aller. OK, parce que là, si tu fais une pétition de principe, il va falloir être à défendre. Les droits, on les invoque en position de faiblesse. On les exerce en position de force. Et le poids démographique à l'intérieur du Québec, le seul État sur lequel on a un levier pour nous assurer une prise sur notre destin, ça c'est important. Et il y a un moment donné où la quantité devient une qualité. C'est-à-dire qu'à 75%, à 70%, oublie ça. Les libéraux vont reprendre le pouvoir. Tous les actifs collectifs vont être dilapidés. OK? Et là, il va y avoir une louisianisation du Québec. Ça, c'est inévitable. Maintenant, les gens sont de plus en plus conscients. On le voit apparaître sur l'écran radar de certains penseurs donc, qui ont des tendances conservatrices que même Facal, qui n'était pas dans cette école-là, OK, il dit, gars, c'est existentiel. Là. Et les gens sont conscients de ça. C'est pourquoi que la loi 21, sur ce qui nous définit, et la loi 96 sur la langue, mais en réalité qui ouvre une brèche dans le statu quo parce qu'elle fait apparaître une constitution du Québec, sont appuyés. Et là, c'est là qu'on revient avec la direction politique et la mauvaise conscience, c'est que là, Legault, sa dernière sortie, on dirait qu'elle est réconfortante parce qu'il dit, oh, minute, on a des ennemis, ils s'attaquent à l'État, nous, nationalistes, devons répondre à ça. Ça n'a jamais été exprimé dans ces termes-là, même pas par le Parti québécois. OK? Fait que là, c'est de plus en plus précis que, gars, do or die. C'est sûr que c'est existentiel. C'est sûr que c'est existentiel. C'est sûr qu'on a encore des cartes à jouer. C'est sûr que nous sommes encore la majorité présentement. Mais il ne faut pas se voiler la face en pensant qu'on ne s'en va pas dans cette direction-là. Et que même si nous sommes une minorité, tout n'est pas perdu. Parce qu'on sera encore la plus puissante minorité du Québec. On aura encore des intérêts à défendre, puis on sera encore une nation. Mais je dis pas qu'il faut en arriver là. Je ne sais pas dans quel état nous serons quand on en arrivera là, parce que ça m'apparaît comme très très difficile à renverser. Une des choses qu'il faut s'assurer, c'est que l'on pèse pour que le Québec reçoive plus d'immigrants comme Boucard Diouf et moins d'immigrants comme Sugar Chami.
Ben oui, Ça, c'est un aspect. Autrement dit, faire des Canadiens français, ultimement, faire des Canadiens français des immigrants. Mais ça va avec le contrôle de l'immigration, le contrôle autant de la quantité d'immigration que de la qualité d'immigration. Les immigrants qu'on veut avoir, c'est des immigrants qui vont se joindre à nous, qui vont se joindre à la nation historique. Oui. Ultimement, peu importe d'où ils viennent. Ça, c'est crucial. C'est crucial. Mais là, oui, c'est vrai. Oui, mais l'évolution, tu sais, la démographie, c'est le destin, là. C'est la ligne de flottaison, là, tu sais. Puis à mesure que les gens deviennent conscients de ça, tu sais, c'est diffus. Il y en a des chroniqueurs qui te le disent, tu sais, puis avant ça, ils l'auraient jamais dit dans ces termes-là, OK? De plus en plus conscient, ça veut dire, puis aussi que les gens, ils ont vu dans le référent 10 un piège, ils ont balayé ça, et ils ont fait apparaître un parti que sa base, elle est où? Elle est sur la terre de nos ancêtres, cette base-là. Elle n'est pas sur l'interface monde de Montréal, là. OK? Alors donc, eux autres, plus que les gens sont conscients du danger, plus que eux, ils ont comme un espace pour prendre une attitude beaucoup plus déterminante et décomplexée, comme notre ami Carl. C'est ce qu'on peut souhaiter. C'est ce qu'on peut souhaiter, et d'une certaine façon, peut-être que qu'est-ce que tu veux souligner là, c'est que ça accroît davantage ou ça accentue davantage, si tu veux, l'aspect existentiel de notre combat. Exactement. Mais est-ce que ça peut l'accélérer? Moi, je pense que ça peut l'accélérer s'il y a une conscience nationale beaucoup plus aiguë que ce qu'elle a été au cours des dernières décennies, qui apparaît, qui se développe et qui gagne un certain poids, comme à travers le Parti patriote, à travers la Fédération des Canadiens français, à travers Vigile, à travers ces œuvres-là, puis réveiller finalement, remettre sur ses pieds, remettre en position de combat le sentiment nationaliste du Québec qui est complètement en dehors de la traque. Ben oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une brisure. Parce que là, nous, ce qu'on fait modestement, on essaie de recadrer cette lutte-là qui est existentielle dans la trame de notre histoire et non pas se couper de l'histoire pour partir avec des projets s'ils ne sont pas progressistes, j'abandonne le combat, etc. C'est de la connerie, tu comprends? Ici, moi l'espoir que je vois, puis je voudrais conclure là-dessus, c'est que plus qu'il y a une conscience que le défi existentiel est là, plus qu'on revient dans le conservatisme. Pourquoi? Parce que c'est conserver quoi? C'est conserver ton existence de nation pour la suite de l'histoire et les moyens à prendre pour y parvenir. That's it, that's all, c'est tout. Ouais. C'est enrichir le sens de notre existence. Oui, c'est ça. Et ça nous amène au Parti patriote qui est sur ce thème-là. Voilà. Puis là, tu pars de loin, mais un mouvement nationaliste qui a eu une grosse dérive qui croyait qu'avec le progressisme, on allait atteindre notre État. Puis on constate que c'est une erreur aujourd'hui. C'est dans le conservatisme, à mon avis, que notre salut est. Conserver notre environnement, conserver notre culture, conserver notre langue. C'est dans ce sens-là aussi que je travaille fort et je milite dans ce parti-là pour faire réfléchir la population canadienne-française. Je pense que c'est en revenant à nos racines canadiennes-françaises et en observant nos intérêts propres qu'on va pouvoir avancer. Donc, Gilles, je vais vous laisser chacun à moins. Moi, j'aimerais conclure en amenant peut-être un élément qui n'a pas été traité de manière spécifique. Le nationalisme canadien-français, c'est un anti-mondialisme par nature. C'est-à-dire que l'intérêt du mondialisme, c'est de faire du trudeauisme, dans le sens que Pierre-Éliott Trudeau était un mondialiste de l'avant-garde. Et ce qui est le mondialisme, en fin de compte, c'est de détruire les patrimoines nationaux, c'est de détruire les identités nationales pour en arriver dans un monde où est-ce que l'identité se trouve nulle part et la diversité partout, en fin de compte. Alors, nous, on est opposés à ça. Et la manière de mener le combat contre le mondialisme, c'est d'abord de sentir notre appartenance à une communauté nationale qui défend ses intérêts propres, qui défend son indépendance. Et l'indépendance, naturellement, est un attribut de la puissance, donc une montée en puissance de la nation pour pouvoir s'affirmer elle-même et pouvoir établir elle-même son fonctionnement
sans être à la merci des organisations mondialistes comme par exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'OTAN, les Nations unies, etc. Les nations occidentales ont perdu l'habitude d'affirmer leur indépendance par rapport à toutes ces directives ou par rapport à tous ces cénacles internationaux, supranationaux, qui leur dictent des lignes de conduite. L'indépendance inclut également la reprise en charge de son propre destin, de sa propre autonomie politique, mais une autonomie politique qui n'est pas simplement fictive ou nominale, mais une autonomie politique qui oblige la nation d'avoir un sens critique par rapport à ce qui est mis de l'avant et qui est par rapport aux lignes qui sont promues par les organisations supranational, comme l'a si bien dit Jean-Claude. Voilà, donc le globalisme, c'est par définition le déracinement. Toutes les valeurs portées par le globalisme sont le déracinement. La seule manière de faire face à ça, c'est pas des débats d'idées, c'est le réenracinement. Et le réenracinement, c'est la définition même du conservatisme. Et seul le conservatisme peut faire face à ce projet-là qui est au fond, sur le fond, dans sa finalité, le globalisme, le délire total, tu comprends-tu? Et puis donc, il faut revenir à cette pensée-là du conservatisme qui n'a rien à voir avec la droite puis la gauche, comme on disait au début, mais avec le réenracinement. Donc, on vous invite à rebâtir une conscience nationale. Et merci. Merci d'avoir participé à ce panel. Grand plaisir. Et on se revoit, nous, à la journée d'élection, le 20 septembre. On va vous refaire une petite vidéo pour faire un résumé de toute la campagne électorale. Merci. Merci.